Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de droit, niveau BTS, CEJM, consacrée au contenu du contrat. On dit aussi l'exécution du contrat. On essaie de répondre à la question suivante. Comment les contrats sécurisent-ils les relations entre l'entreprise et ses partenaires? Comme vous le savez, l'État intervient dans les relations dites privées, notamment pour sécuriser les relations entre l'entreprise et ses partenaires. Dans ce travail, on abordera dans un premier temps le principe général, puis les exceptions et on finira par un exercice d'application. En guise de fil rouge, un contrat peut-il être renégocié? On s'attachera, grâce à ce travail, à apporter des éléments qui nous permettront de répondre à cette question fil rouge. Avant toute chose, on commence par introduire ce que nous allons voir aujourd'hui. Précédemment, à l'occasion du chapitre précédent, donc un chapitre consacré à la formation du contrat, nous avons étudié les conditions de validité du contrat. Plusieurs choses à dire. Premièrement, pour être valide, un contrat doit être exempt de vices de consentement. Ces vices de consentement sont visibles à l'article 1131 du Code civil. Il vise notamment l'erreur, le dol et la violence. Ce sont les principales causes de vices de consentement. Mais il y en a d'autres, notamment il y a le chantage économique, la dépendance économique, la dépendance morale, pour citer les principaux. Enfin, deuxième chose qui peut causer la nullité d'un contrat en cours de formation, il y a l'objet de ce contrat. Donc il faut absolument que l'objet du contrat soit licite ou légal. En effet, donc, on avait étudié le fameux adage non turpitudinem allegans, c'est du latin, qui signifie que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si jamais je vends, donc l'exemple bateau, si je vends de la drogue et que je me fais voler mon sachet, je ne vais pas pouvoir aller déposer plainte après de la police pour demander une enquête ou réparation, demander au juge réparation de ce vol que j'ai subi. Également, on doit considérer que l'objet existe. Dans un contrat, par exemple, il faut absolument préciser, assez précisément en tout cas, l'objet de l'échange, sans quoi le débiteur de cette obligation ne va pas forcément pouvoir l'exécuter. Donc dans le cas où l'objet est défini de manière trop floue, ou tout simplement il y a des cas où l'objet n'existe pas. Le juge lui-même n'arrive pas à identifier l'obligation que doit remplir le co-contractant. Donc dans ce cas-là, pareil, c'est une cause de nullité qui fait que le contrat est annulé. Dernier cas de figure que nous avons vu, c'est le cas de la capacité juridique. Comme vous le savez, donc c'est le fameux cas du mineur. Les mineurs ont le droit d'accomplir donc la plupart des actes de la vie courante, mais à partir d'un certain montant. Du fait de son statut de mineur, il ne peut pas exercer par lui-même l'ensemble de ses droits et obligations, puisqu'il va les exercer à travers un parent, en tout cas un responsable légal, ou également il y a le cas des personnes majeures mais sous tutelle ou parfois, en tout cas faisant l'objet de mesures de protection judiciaire, qui ne peuvent pas exercer l'ensemble de leurs droits et obligations par eux-mêmes. Dans ce cas-là, un contrat qui a été signé par quelqu'un qui est sous curatelle sera dans le même cas annulé pour cause de nullité. Pour en venir à ce que l'on étudie donc au fil rouge, un contrat peut-il être renégocié? On va devoir étudier le principe de force obligatoire. Deux lois viennent nous préciser l'étendue de cette règle. La première, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. C'est le fameux article 1103 du Code civil. Plusieurs choses importantes dans cet article, les conventions légalement formées. Donc dans un premier temps, il faut que la convention, l'accord, le contrat, soit formé de manière valable.
Donc c'est ce fameux chapitre précédent consacré à la formation du contrat. À partir du moment où on considère que le contrat est formé valablement, deuxième partie de cet article, donc cette convention-là tient lieu de loi à ceux qui les ont faites. Donc l'ensemble des personnes qui ont pris part à l'accord, donc les co-contractants, ont donné leur consentement, ce qui signifie que le contrat est la loi des parties. À partir du moment où les deux ont donné leur consentement, le contrat, même s'il s'agit de droit privé, est élevé au même rang qu'une loi. Il a la même force que ce dernier, et ce contrat va donc pouvoir les obliger de la même manière que la loi peut obliger des personnes à réaliser certaines choses, à faire certaines choses. Deuxième aspect important de ce principe de force obligatoire des contrats, les co-contractants sont tenus, que ce soit dans la période précontractuelle ou contractuelle, d'avoir un comportement de bonne foi, un comportement loyal, honnête. Donc c'est le fameux article 1104 du Code civil. Les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi, et notamment au regard de l'obligation d'information. Toujours dans l'étude de ce principe général, l'accord des parties est-il nécessaire à la modification de l'accord ? Donc, dans le prolongement de ce fameux article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il convient de se demander, ce qui a été fait par le consentement, par la volonté de deux personnes, peut-il être modifié ou défait par la volonté d'une seule des deux personnes ? C'est ce que l'on va étudier. Et notamment, dans le cas où l'économie du contrat, c'est-à-dire l'équilibre du contrat, est, pour des circonstances particulières, rompu. Et notamment ce qui concerne le prix, un contrat signé à un moment T et pour lequel les obligations mutuelles étaient jugées équilibrées, peut se retrouver déséquilibré quelques années plus tard. Pour la simple et bonne raison que tous les contrats ne s'exécutent pas en une fois. Certains contrats peuvent s'exécuter sur une longue durée. Ce qui fait que le prix, même s'il avait été juste en 2015, peut être considéré comme injuste en 2020, parce que l'environnement, il évolue. Donc la chose fournie dans le cadre de ce contrat peut avoir un prix indexé sur les cours mondiaux, qui fait que le prix, de manière excessive et surtout totalement imprévisible, peut évoluer brutalement et de manière que ne pouvait pas anticiper notamment le contractant qui est chargé de payer le prix. Donc c'est vraiment le caractère imprévu de l'augmentation excessive du prix qui est retenu. C'est la fameuse théorie de l'imprévision. Le co-contractant qui paye notamment le prix ne pouvait pas anticiper le risque quelques années plus tard qu'il prenait en signant le contrat. Sans quoi, évidemment, il n'aurait pas signé le contrat. Donc on se base toujours sur le principe de force obligatoire. Quelle est sa valeur ? Est-ce qu'on peut toujours considérer que ce qui a été fait par deux personnes a toujours la même force quelques années plus tard ? Ou est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui viennent perturber ce bon principe de force obligatoire ? Alors, on va faire une petite pause dans l'énoncé de ce travail pour faire une petite mise au point entre ce qu'on a vu dans le cadre de la formation du contrat et ce qu'on voit actuellement à l'occasion de l'exécution de ce contrat. Plusieurs éléments peuvent faire que le contrat est annulé. Soit il va être annulé, donc on va parler de nullité si on est dans le cadre, si on est à l'étape de la formation du contrat, ou alors on va parler de résolution dans le cas où il s'agit d'une obligation qui est inexécutée par exemple. Donc tout ce qui est visé par le terme nullité, c'est un vice de consentement, une incapacité juridique, un objet de contrat qui est jugé illicite. Donc on va pouvoir parler de nullité dans le cas où ce qui fait l'objet d'une procédure, ou en tout cas d'une décision d'annulation, concerne la formation du contrat. Le consentement, on le donne au moment de la formation du contrat, ce qui signifie que la sanction, ce sera la nullité.
Dans le cas de la résolution, évidemment, il s'agira d'une obligation qui est inexécutée. Là, on va pouvoir parler d'un contrat qui est résolu, ça veut dire qu'il est annulé. Pour faire le lien avec ce qui nous intéresse actuellement, donc notamment le cas où un des co-contractants qui estime que l'équilibre du contrat qu'il a signé est rompu, il va solliciter notamment auprès de son partenaire, donc de son co-contractant, une renégociation. La renégociation est désormais possible, rendue possible par l'article 1195 du Code civil, qui met en œuvre cette fameuse théorie de l'imprévision, dont je vais préciser les termes immédiatement. Donc qu'est-ce que la résolution du contrat? La résolution, on est dans le cas de l'annulation du contrat pour inexécution, par exemple. Alors, le consentement des parties est-il nécessaire à la modification ou la résolution du contrat? Est-ce que ce principe de force obligatoire est inaliénable ou est-ce qu'on peut, à un moment donné, est-ce que ce grand principe il est inébranlable quoi qu'il arrive ou pas? L'article 1195 qui met en œuvre l'imprévision va répondre à cette question-là, puisque notamment, il précise qu'en cas de refus ou d'échec de la renégociation, donc dans le cas où un des deux parties dit que le contrat n'est plus équilibré et demande à renégocier le contrat, et que les co-contractants n'arrivent pas à se mettre d'accord, ces deux co-contractants peuvent convenir de l'annulation du contrat. Ça veut dire que le contrat sera résolu. Également, ils peuvent demander l'intervention d'un juge qui va intervenir pour arbitrer et donc juger la situation qui serait la plus équilibrée des obligations fournies par chacun. Donc le juge va intervenir, même si ce n'est pas son rôle, dans des relations privées pour définir un contrat, ce qu'on pourrait appeler un contrat équilibré, au regard notamment du comportement de bonne foi de chacun et puis de la situation initiale. Au moment où chacun a donné son accord, quelle était la force de l'obligation de chacun, il tentera de rechercher une situation qui ne lèse aucun des deux acteurs. Donc c'est en effet la théorie de l'imprévision qui va venir perturber ce grand principe de force obligatoire du contrat. Les fameuses exceptions, du coup, à ce principe de force obligatoire du contrat, on va pouvoir s'intéresser aux dispositions spécifiques. Je les classe en deux catégories. Il y a les clauses relatives au prix, mais également les clauses relatives à l'inexécution. On commence par les clauses relatives au prix. On parle de clause d'indexation. Donc il est possible d'inclure dans un contrat ce qu'on appelle une clause d'indexation. Ça veut dire qu'on va, dans le cas d'un contrat qui s'exécute sur une longue durée, on va pouvoir considérer qu'un prix fixé à un moment T, même s'il était juste au moment où il a été signé, le prix, au moment où il a été convenu, on peut considérer qu'étant donné que le contrat s'exécute sur un long terme, qu'il va falloir à un moment donné renégocier ce prix. Ensuite, dans le cadre des clauses relatives à l'inexécution, il en existe plusieurs, j'en ai cité deux dans le cadre de ce travail. Il y a la clause d'abord de réserve de propriété, qui est une clause qui permet à celui qui fournit la chose de se protéger, et notamment de s'assurer du paiement intégral de la chose par son partenaire. Tant que son partenaire n'aura pas payé intégralement la chose à son ancien, ou en tout cas à son propriétaire, il ne pourra pas être considéré comme le propriétaire de la chose, puisqu'il n'y aura pas de transfert de propriété étant donné l'existence de cette clause. Donc elle sous-entend un paiement intégral du prix au propriétaire, pour qu'il y ait transfert de propriété à celui qui a acheté. Enfin, je termine avec la clause résolutoire, donc le mot ne vous est pas inconnu, résolution, résolutoire. La clause résolutoire prévoit notamment des conditions de résolution de contrat. On peut prévoir à l'avance, inclure dans le contrat des conditions dans lesquelles on mettra fin au contrat. Il y a d'autres clauses que je n'ai pas forcément citées dans cet exemple, comme la clause pénale, qui prévoit des sanctions fixes ou forfaitaires
à raison de l'inexécution de l'obligation de l'un ou de l'autre. Et donc c'est le même principe, hein, sauf que non seulement ça prévoit, la clause résolutoire va pouvoir prévoir la conséquence de l'inexécution d'une obligation, mais la clause pénale va pouvoir aller plus loin en précisant des sanctions pécuniaires, financières, à celui qui ne va pas s'acquitter de son obligation. On enchaîne avec un exercice d'application. Donc c'est la dernière partie de ce travail que je vous propose. Alors, dans le cas où un contrat a été signé il y a 3 ans, entre un fournisseur de matières premières et une usine qui l'achète, un contrat dont le prix de la chose fournie est indexé sur le cours mondial. Cette année, le débiteur d'obligation, donc celui qui paye, se retrouve à devoir payer 3 fois le prix de la chose fournie. Il ne peut plus payer durablement un prix aussi élevé car cela met en péril son activité. La question qui convient de se poser, c'est est-ce que l'économie du contrat est rompue? Je vous demande de répondre à 4 questions pour voir si vous avez bien compris ce travail. La première, le débiteur du prix peut-il légalement solliciter la renégociation? Ensuite, il faut indiquer le principe qui se retrouve affaibli par la possibilité de mettre en œuvre cette fameuse théorie de l'imprévision. Ensuite, déterminer si le fournisseur est obligé d'accepter la renégociation. Et enfin, préciser les faits qu'elle provoquerait l'échec d'une renégociation. Je vous remercie d'avoir visionné ce travail. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner